Bonjour et bienvenue dans l'émission que l'on s'accorde pour une vie de plus en plus élégante. Aujourd'hui, nous parlerons talent et modestie, prestance et prétention, construction personnelle et protection de cela. Le talent ne suffit pas pour devenir le meilleur. Le niveau atteint résulte de l'alchimie entre savoir acquis, résultat d'une transmission ou de recherche personnelle, et l'étincelle de son propre talent. Cette citation est de Rachel Chantal, et cette petite phrase contient à elle seule le feu et l'énergie pour s'ouvrir au monde et créer une symbiose parfaite entre ce qu'il a à nous offrir et ce que nous pouvons lui offrir. Pour créer des choses magnifiques ici, sur Terre. Ce feu, cette énergie, l'avez-vous déjà peut-être ressenti? C'est tout le bonheur que je vous souhaite en tout cas. L'envie de faire plus, l'envie de faire mieux, l'envie de transformer tout ce que nous touchons en or. Malheureusement, cette énergie, aussi fabuleuse et majestueuse soit-elle, n'est pas forcément très bien reçue par le monde. Je dirais même plus, par tout le monde. Quand l'on déborde d'énergie, d'une énergie créatrice ou parfois même simplement bienveillante, ça froisse, ça pique, ça agace. Au début, c'est pas très grave, mais à force, ça use. Et ça remet en question d'abord nos mots, nos paroles, et puis notre comportement, notre attitude, et puis nos idées, et puis la confiance que l'on a en nous-mêmes, si durement acquise d'ailleurs, puis l'estime que l'on a de nous-mêmes. Et enfin, l'essence même de qui nous sommes, de l'image qu'on a de soi. On commence à douter de ça. Tout ça, c'est un processus. Et c'est un processus qui peut se répéter maintes et maintes fois jusqu'à faire de vous une personne âpre et aigrie par la vie, pour ne pas dire par les autres. Et nous n'avons même plus envie d'être élégants envers nous-mêmes à ce moment-là. C'est vrai, à quoi bon ? À quoi bon être élégant envers nous-mêmes ? Pour passer pour quelqu'un de prétentieux ? Pour qu'on se moque de nous ? À quoi bon ? Certains surpassent ça et foncent. Les histoires de succès qu'on lit ou qu'on entend, de quoi est-ce que ça résulte ? De quelle personnalité est-ce que ça résulte ? Généralement de 2 types de personnalités. La première, la personne en question a su bien s'entourer et elle a su beaucoup s'adapter. La deuxième personnalité, c'est une personne qui fait fi de l'opinion de tout le monde en fait et qui met sa rage dans son entreprise. Elle a été résiliente et elle a foncé. Alors bien entendu, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a souvent de la souffrance et beaucoup de désillusions sur le chemin. Et parfois, ce qui peut ressembler à une réussite, c'est tout aussi gonflé d'aigreur et de ressentiment. Peut-être que vous entendez ça en prévention. Peut-être que vous avez déjà subi ce genre de coup. Ou alors peut-être que vous connaissez quelqu'un comme ça. Mais je pense en tout cas que vous savez, que vous comprenez ce que j'essaye de vous dire. Aujourd'hui, je vais poser une autre équation. Cette équation est la suivante. Si, pour mener à bien nos projets ou même notre quotidien, nous devons exposer notre confiance, comment s'assurer qu'elle soit prise d'une manière pertinente, sans qu'elle s'entache à cause des autres, tout en restant assez ouvert d'esprit pour continuer de regarder devant, d'avancer et de créer. Je suis ravie d'explorer l'élégance sociale, relationnelle et personnelle par cette porte avec vous aujourd'hui. Avant de rentrer dans les profondeurs abyssales de nous-mêmes, nous allons commencer par parler des autres. Je ne vous apprends rien en vous disant que les gens sont jaloux. Je ne vous apprends rien non plus en vous disant qu'il faut se méfier des apparences. En revanche, ce que je peux peut-être vous apprendre, c'est que la jalousie peut venir de partout, d'absolument partout, et même de certains coins de l'esprit de certaines personnes que vous ne soupçonnez même pas. Premièrement, il faut garder en tête quelque chose de très basique, mais de crucial. Quelque chose qui paraît tellement évident qu'on ne devrait pas l'oublier, et pourtant, on agit souvent à l'inverse. Cette chose est la suivante. Pour vous-même, vous êtes toute votre vie, mais pour les autres, vous n'êtes qu'une petite partie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais dire ça autrement, on va prendre l'exemple du chien, parce que personnellement, il m'a beaucoup parlé. Imaginez que vous avez un petit chien que vous aimez beaucoup et qui a une espérance de vie, disons, de 10 ou 12 ans. Pour votre petit chien, que vous avez eu chiot,
et dont vous prendrez soin jusqu'à ce qu'il parte, pour lui, vous constituez absolument toute sa vie. Vous êtes sa vie. Il n'a que vous et voit les choses par vous et par vous seul. Seul compte ce lien que vous avez, lui et vous. Rien d'autre. Toute sa vie s'organise autour de ça, et c'est normal. Il ne va rien connaître d'autre de sa vie. Enfin, dans sa vie plutôt. Vous, en revanche, même si vous l'adorez, que vous le choyez, ce petit chien ne va constituer qu'une partie de votre vie. Vous avez 1 million de choses à penser d'autres que ce petit chien. Peut-être même que vous en avez eu d'autres au cours de votre vie, et peut-être que vous en aurez d'autres plus tard. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Le petit chien reste convaincu toute sa vie qu'il est lui-même le centre de l'univers de son maître. Ça, c'est facile à comprendre. Alors la question que je pose est la suivante. Pourquoi nous, humains, qui sommes des êtres conscients, intelligents, pensons tout de même à travers les yeux du petit chien et pensons donc que nous sommes le centre de l'univers de tout le monde, constamment ? C'est ça la vraie question. Maintenant, je vais vous parler d'une seconde chose. Chaque être humain a, dans sa tête, une hiérarchie des choses, une structure, un ordre qui lui permet de comprendre la vie et le monde qui l'entoure. Une structure constituée de chronologie, de biais, de schémas, de prismes, de stéréotypes, et j'en passe. Nous en avons besoin pour fonctionner, c'est tout à fait normal. C'est un équilibre parfait qui fait que les choses fonctionnent comme c'est le cas aujourd'hui. Vous êtes une petite paillette, plus ou moins brillante, rangée minutieusement dans une case de la structure personnelle de chaque humain que vous connaissez. Vous faites partie du système, de l'ordre établi dans son esprit, c'est comme ça. Vous avez votre place, votre rôle, et selon chaque personne, vous avez un rôle différent. Chaque humain, c'est logique, est au parfait centre de son système. Tout s'organise autour de lui, jusque-là vous me suivez. Aussi, la place de la paillette sera plus ou moins rodée, plus ou moins ancrée selon le degré d'intimité de la relation. Maintenant, écoutez bien ceci. Absolument tout ce qui viendra bouleverser le système interne de quelqu'un va susciter une réaction. Parce que pour elle, si jamais vous vous permettez de changer de place sans lui demander son avis, ça le perturbe. Vous voyez ce que je veux dire ? Et la réaction qu'elle aura, quelle qu'elle soit, visera à remettre l'ordre en place. Et le degré de violence de la réaction est égal au degré de la menace qu'elle ressent pour sa propre personne, pour son propre système. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour aller encore un peu plus loin, soyons clairs, la personne en question se carre comme d'une guigne de qui vous êtes et de ce que vous faites. Elle s'en fiche royalement. Ce qui lui importe, ce sont les répercussions que ça va avoir sur elle, ni plus ni moins. Et les répercussions, c'est pas seulement matériel, ça peut être énormément de choses. Ça peut être par exemple de quoi elle va avoir l'air à côté de vous, si vous faites ce projet, si vous mettez en place l'idée que vous lui avez présentée et qui la perturbe, de quoi est-ce qu'elle va avoir l'air à côté de vous ? Est-ce qu'elle sera moins brillante que vous ? Ça peut être quelle vérité sur elle-même ça lui remet en face et qu'elle n'a pas envie de voir, par exemple. Ça peut être pour qui elle va passer en contrant ou en cautionnant votre compagnie ou votre idée. Vous voyez ? Et ça peut être même des choses dont elle n'a pas conscience, en fait. C'est très profond. Et surtout, ça explique toutes les réactions inattendues que les autres peuvent avoir en face de nous. Et c'est ça qui nous intéresse. Pourquoi ? Parce qu'en comprenant ce système complexe qui ne nous appartient pas, on devient tout d'un coup, et comme par magie, capable de discerner ce qui peut nous atteindre et ce qui ne doit pas nous atteindre. On est enfin capable de comprendre que nous ne sommes pas des assistants sociaux et que nous ne pouvons pas régler tous les problèmes des autres, que nous ne pouvons pas organiser le système de quelqu'un à sa place. Ceci étant dit, je vais maintenant vous emmener à l'extrême inverse du spectre pour comprendre quand les gens sont réellement heureux pour nous. Je suis désolée, je vous malmène un peu dans votre intelligence émotionnelle, mais c'est le but. C'est comme en musculation, on crée des micro-fissures, on laisse notre esprit les réparer et on ressort de là encore plus fort. Donc, l'amour véritable existe. Bon, c'est un peu compliqué sur Terre, l'amour inconditionnel sur Terre, je ne suis pas certaine qu'il existe, mais là, en tout cas, l'amour véritable ici sur Terre existe. Oui, mes bons amis. Certaines personnes sont tout à fait capables de se réjouir sincèrement et adorablement pour nous. Ces gens
ne vont pas juger, ils ne vont pas critiquer, et ils ne vont pas essayer de changer l'orientation que vous leur proposez. Ils sont même soutenants, et sincèrement soutenants. Comment est-ce possible après tout ce que je viens de vous raconter ? Eh bien c'est très simple. Pour ces gens, vous pouvez avoir la sensation de changer de place autant que vous voudrez dans leur système, ils ne se sentiront jamais menacés. Pourquoi ? Pour 2 choses. Premièrement, leur système est très solide. Ils savent qui ils sont, ils savent où ils vont, et ils sont à l'aise avec ça. Et quoi qu'il arrive, ils sauront où aller. Deuxièmement, quoi que vous fassiez, finalement, vous ne changerez pas de place dans leur système. Et c'est extrêmement positif. Je m'explique. Que vous ayez de nouveaux projets, que vous souhaitiez changer de vie, que vous ayez une opinion radicalement différente de la leur, votre place reste la même, à savoir quelqu'un qu'ils aiment. Point. Vous restez quelqu'un dont la personnalité, dont l'esprit plaît. Vous restez quelqu'un que l'autre, quoi qu'il arrive, sera fier et honoré d'avoir connu à un moment dans sa vie. Ça, c'est de l'amour. Alors, petite parenthèse, oui, avec les très proches, il peut y avoir des discussions parce que, je le rappelle, même si le principal c'est d'être heureux, il y a une organisation du quotidien. Parfois, il faut être un peu plus terre à terre que philosophique et il faut trouver le bon équilibre pour que vos choix ne bouleversent pas de manière péjorative l'organisation du quotidien. Pour que les autres soient aussi à l'aise avec vos choix sur l'impact du quotidien. Vous voyez ? Parenthèse fermée. Alors, le premier point de vue que nous avons eu, c'est que tous les gens ne se préoccupent que d'eux-mêmes. Le deuxième point de vue, c'est que oui, il existe des gens qui aiment sincèrement. Et maintenant, troisième perspective que je vais vous faire subir, et je m'en délecte d'avance, maintenant que vous avez bien le profil de cette personne qui sait aimer sincèrement, vous allez vous mettre à sa place. Vous allez entrer dans sa tête et dans son cœur. Et vous allez imaginer ceci. Vous êtes bien. Vous êtes à l'aise avec vos idées. Même s'il n'est pas parfait, vous aimez votre quotidien. Vous l'aimez fort et vous êtes optimiste sur l'avenir. Vous savez comment exposer vos idées. Si réel besoin il y a de le faire, bien sûr. Sans appréhension particulière. Si ce n'est une saine curiosité. Chaque situation que vous vivez avec d'autres vous apporte quelque chose. Et vous savez quoi en faire. Petite ou grande chose, hein. Pas besoin que ce soit toujours énorme. Finalement, tout ce que vous voyez chez quelqu'un, c'est l'étincelle dans ses yeux quand il vous parle de quelque chose. Ça, vous arrivez à le déceler. Et ô combien ça vous fait plaisir. Votre ordre à vous, la place des autres dans votre système, se hiérarchise par la brillance de cette étincelle et par rien d'autre. Elle ne vous brûlera pas, elle ne vous éclipsera pas. Votre monde est bien trop grand et bien trop riche. Tout ce que cette étincelle va faire, c'est de faire briller un tout petit peu plus votre propre univers. Et personne ne dit non à un univers personnel brillant, pour ne pas dire étincelant. Voici une belle définition de l'élégance émotionnelle. C'est exactement cela qu'on recherche. Cette sensation que tout ce qui arrivera dans notre vie à partir de maintenant, ce n'est que du plus, dans le sens où nous sommes déjà riches. De rencontres, d'expériences, d'émotions, de moments, de relations, de tellement de choses. Et quel plaisir nous éprouverons si nous avons la chance de vivre vieux, d'avoir construit un univers solide et étincelant. Vous comprenez ? Moi, c'est ce que j'éprouve avec mes parents, mon mari, mon frère et ma sœur. Je suis honorée d'avoir pu connaître ces gens dans ma vie, quoi qu'il arrive plus tard, quoi qu'il arrive demain. Bien sûr, il peut arriver énormément de choses. Mais quoi qu'il arrive, tous ces moments que j'ai passés avec eux, tout ce qu'ils m'ont apporté, tout ça, je pourrais jamais me défaire de ça. Ils ont contribué à la personne que je suis, et j'espère avoir un peu contribué à celles qui sont aujourd'hui. Mais je suis tellement reconnaissante, tellement honorée d'avoir pu connaître leur personnalité dans ma vie. Vous comprenez ? C'est un sentiment, c'est un vrai sentiment de reconnaissance. Pour moi, c'est quelque chose qui fait battre le cœur, c'est quelque chose qui rend heureux instantanément. Ça, c'est magique. Bon, je vous ai un peu malmené, n'est-ce pas ? Mais à partir d'ici, vous avez compris, j'espère, des choses supplémentaires sur l'esprit humain, sur les autres, sur vous-même, et sur quoi rechercher aussi pour être serein,
solide et, comme on dit, droit dans ses bottes. Et c'est à partir de maintenant que nous pouvons développer nos capacités d'analyse relationnelle. Et là, le vrai travail commence et je m'en frotte les mains. Maintenant que vous avez compris comment les réactions des autres se mettent en place, on va tenter de comprendre pourquoi. Sur le principe, le pourquoi, on se dit que ce n'est pas très important. Parce que quelle que soit la raison pour laquelle la personne a cette réaction, ça ne change rien. Nous, on prend ce qu'il y a à prendre et puis basta. Mais ce n'est pas si radical en réalité. Je suis d'accord avec vous sur le fait que quoi qu'il arrive, comme la réaction n'appartient qu'à l'autre personne, ça ne devrait pas nous atteindre. Si elle est bienveillante, tant mieux, on la prend, sinon tant pis. Sauf que, une réaction que quelqu'un a en face de nous, pour le peu que notre attention se porte dessus, nous nous baserons là-dessus pour orienter notre comportement du futur. Et c'est normal. Nous pouvons dire ce qu'on veut, ça va nous influencer, c'est normal. La réaction de quelqu'un est une pierre supplémentaire qui pave notre chemin vers l'avenir. On va marcher sur cette pierre pour atteindre la suivante, puis la suivante, puis la suivante. Mais il faut voir clair, on va dire, sur l'endroit où on pose cette pierre. C'est à nous de savoir où la poser pour qu'elle soit la plus alignée possible avec notre chemin, notre équilibre, pour ne pas nous déstabiliser et nous désorienter. On ne la laisse pas se poser toute seule, on ne la met pas n'importe où. Et pour l'imbriquer proprement avec les autres, on analyse sa forme pour qu'il y ait de la cohérence avec notre chemin, avec notre orientation, avec là où on veut aller. Dans n'importe quelle situation quotidienne, ce n'est pas la situation qui compte. Pourquoi est-ce que les humains se bornent à penser l'inverse ? Alors là, je n'ai pas la réponse à cette question divine. La situation en question, ce qui se passe dans la matière, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est fait, c'est presque déjà mort, si je peux dire ça comme ça. Dans une situation quelle qu'elle soit, c'est tout ce qui se passe autour qui compte. L'avant, l'après, le pourquoi. C'est par exemple les personnalités des humains, les enjeux du groupe, les dynamiques relationnelles, les intérêts personnels, le choc des intérêts des uns et des autres, les buts communs, donc les désirs enfouis de chaque personne, et énormément d'autres critères qui sont très très passionnants. Mais c'est tout ça qui compte. C'est ce que j'explore avec vous tout au long de mes émissions, de tenter de comprendre tout ça. J'essaie d'ouvrir des perspectives pour les explorer et pour essayer de toujours aller un peu plus loin en fait dans notre compréhension du monde. Parce que quand on élargit ces perspectives, qu'on les a intériorisées et que de facto on sait comment réagir, pour ne pas dire agir, et pourquoi on le fait, c'est quand on n'y pense presque plus qu'on peut être pleinement dans le moment présent. Qu'on peut pleinement adorer le moment présent sans avoir peur des réactions des autres, sans avoir peur de se faire avoir, sans avoir peur de pour qui ou pourquoi on va passer. Vous comprenez ? Juste la sérénité intelligente. Objectif ultime de la vie terrestre, selon moi. Vraiment. Donc, une réaction par elle-même ne vaut pas grand-chose. La réaction, c'est la pierre. Vous l'avez, elle est là, elle est dans vos mains. Maintenant que vous l'avez, vous pouvez analyser ses formes. Vous pouvez analyser le pourquoi de la situation pour savoir quoi en faire. Je vais illustrer. Quelqu'un qui paraît soutenant peut l'être pour beaucoup de raisons. Par exemple, parce qu'il vous aime et qu'il est à l'aise dans son système personnel. Ou parce qu'il veut vous voir réussir et que l'étincelle dans vos yeux contribue à illuminer son monde. Oui, il y a des gens comme ça. Mais ne pensons pas à tort que tout le monde l'est. Il y a aussi des gens qui vous soutiennent parce que ils ont des billes à placer, parce que si vous réussissez, ils pourront dire à tout le monde qu'ils étaient là dès le départ, parce qu'ils ont peur de vous perdre, parce qu'ils veulent profiter de l'aura que vous avez. En psychologie sociale, c'est une stratégie de rehaussement de soi, ça. C'est se couvrir de gloire indirectement. Il y a des travaux d'ailleurs qui ont été faits là-dessus. Il me semble que c'est Cialdini et Borden qui ont sorti un papier intéressant là-dessus. Vous pouvez retrouver sur Internet, c'est sorti dans les années 70, quelque chose comme ça. Etc., etc. Vous voyez ? C'est pas si simple, en fait. À l'inverse, certaines personnes vous manifestent leur mécontentement de façon plus ou moins brutale parce que soit vous lui imposez un changement de place dans leur système, ça leur convient pas, soit elles sont jalouses, soit elles ne supporteraient pas que vous ayez du succès et pas elles, ou alors
Elles peuvent avoir peur pour vous, d'un premier abord. Elles peuvent avoir peur de perdre cette étincelle dans vos yeux, si ça se passe mal par exemple. Vous voyez, c'est pas si binaire qu'on peut le penser. Comme je l'ai déjà dit, l'être humain est infiniment complexe. Donc on ne connaîtra jamais complètement, jamais, mais en tout cas on peut essayer d'ouvrir un peu les perspectives pour envisager plusieurs points de vue et essayer d'avancer dans la compréhension des choses. Donc, vous voyez que ce n'est pas uniquement la réaction, ni uniquement la situation qui compte. C'est ce qu'il y a derrière. Et c'est ce dont vous devez vous soucier. C'est ça. Et vous savez quoi ? Toutes les raisons ne sont pas à éradiquer. C'est un équilibre à trouver. Tout ça, ça fait partie des dynamiques relationnelles. Ça s'appelle aussi des transactions relationnelles. Chaque personne offre et propose quelque chose à quelqu'un d'autre. Et tout ne se dit pas, évidemment. Tout cela, c'est implicite. Et parfois, même si c'est vrai, c'est pas bon de l'exposer, parce que ça va perturber l'équilibre. C'est là que votre jugement et votre discernement entrent en jeu. Parce que quand vous savez ce qui se joue dans cette situation, vous pouvez orienter les choses consciemment et réduire drastiquement les probabilités de subir les situations. Vous pouvez décider d'accepter ou de refuser l'enjeu, ou en tout cas d'y participer ou pas, etc. etc. Vous voyez ? C'est là où vous comprenez comment exposer votre confiance ou pas, s'il faut le faire et comment il faut le faire. Donc nous avons compris comment et pourquoi les réactions des autres se créent et pourquoi tout n'est pas bon à prendre. Et que ce qui est bon à prendre, c'est pas ce qu'on imagine d'emblée. C'est un peu plus profond. Mais c'est bien beau de parler des autres. Maintenant, on va enfin parler de la personne la plus intéressante et la plus importante du monde, à savoir nous-mêmes. Donc nous allons maintenant parler plus amplement de la vulnérabilité nécessaire pour créer, pour avancer et pour construire. Parce que notre esprit, notre cerveau, notre vitalité sont des choses simplement fascinantes et débordantes d'idées, d'inventions géniales. Nous, humains, avons des capacités extraordinaires pour mettre ensemble des choses, pour les transformer, pour faire avancer nos peuples et nos civilisations. Et faire avancer nos civilisations, ce n'est pas seulement inventer le nouvel iPhone ou la dernière innovation qui sauvera l'environnement, même si ça compte, je ne dis pas. C'est aussi de bien vivre son quotidien, d'être à l'aise et de mettre à l'aise, de vivre heureux pour rendre heureux, pour être inspirant, pour faire grossir notre feu intérieur et contribuer à l'étincelle dans les yeux des autres. Vous voyez ? Eux-mêmes, après, contribueront aussi à l'étincelle des yeux des autres, et ainsi de suite. Et tout ça, ça fait avancer les choses. C'est même bien plus puissant qu'une grosse invention. C'est démultiplié. Et soit dit en passant, on n'est pas venu sur Terre pour attendre la mort, en fait. On a d'autres choses à faire entre deux. Enfin, c'est ma façon de voir les choses, en tout cas. Mais si l'être humain est un formidable canal et catalyseur d'idées, il faut bien que la matière première rentre. Vous comprenez bien que si nous étions dans un espace vide, sans avoir vu ni vécu quoi que ce soit, nous n'aurions aucune idée de quoi créer. Si nous vivions sur une feuille blanche, sans passé, sans inspiration, sans la possibilité de voir, d'entendre ou de sentir quoi que ce soit, nous ne pourrions rien faire naître de notre esprit. Bon. Donc pour créer, pour avancer, pour avoir sa place dans un système sain et en marche, et pour influencer les choses comme on a tout à fait le droit de le faire, nous devons être vulnérables et d'abord se faire influencer pour pouvoir influencer à notre tour. Nous sommes vulnérables, tous, à des degrés plus ou moins forts. Le principe même de la vulnérabilité, c'est la facilité à être atteint par quelque chose. Et le jeu pour l'humain, c'est de ne pas savoir par quoi on va être atteint. On ne le sait pas, on le découvre, puis on décide de ce qu'on va en faire. Ça peut être aussi magnifique que terrible, hein. Et au plus on va être atteint par différentes choses, sur le principe, au plus on pourra créer et magnifier les choses. C'est le but. Mais on ne veut pas être atteint dans le sens frappé ou affaibli. On veut rester ouvert sans s'exposer à la blessure. Et c'est un équilibre à trouver. Parce qu'être vulnérable, c'est aussi s'exposer à la blessure de facto. On ne peut pas être vulnérable et en même temps hermétique à la blessure. C'est là où travailler sa résilience, etc., ça rentre en jeu. Mais vous pouvez être hermétique à la blessure et ne quasiment plus être vulnérable, mais ça, c'est pas terrible, parce que ça donne un esprit fermé, en boucle. Ça donne un esprit incapable de goûter aux bienfaits de l'humanité. Vous voyez ?
Donc ces esprits-là, qui se sont complètement fermés, ce sont des esprits désillusionnés et malheureux. Et c'est vraiment dommage. Donc vous voyez, quand on essaye d'améliorer sa résilience, etc., ça ne nous ferme pas à la blessure. Ça nous apprend à gérer les coups. Donc il y a plein de choses autour de ça. Mais il faut veiller vraiment à rester ouvert, en fait. À rester ouvert, bosser sa résilience, oui, mais ne pas se fermer. Voilà. Nous, on ne veut pas être atteint par tout et n'importe quoi. On veut maximiser les probabilités qu'on soit atteint positivement. On va illustrer un peu ce concept de manière très simple. Tout ce que l'on vit, quand quelqu'un nous dit quelque chose, quand on voit une information passer, quand on consomme des contenus, quand on lit des histoires, quand on regarde des films, parfois même quand on écoute de la musique, tout ça, c'est comme des graines. Imaginez que dans une journée, vous avez récolté un sac entier de graines, que vous récoltez tous les jours, des sacs entiers de graines, un par jour, disons. Surtout aujourd'hui où l'information est absolument partout et tout le temps. Une graine, elle a donc besoin d'un environnement fertile pour germer. Cet environnement, c'est notre esprit. Notre esprit est un terreau doté d'un potentiel énorme de fertilisation. Et la graine va avoir besoin d'eau aussi. Et l'eau, c'est notre attention. L'eau, c'est précieux, c'est la base. Notre attention, c'est pareil. Mais contrairement à ce que l'on pense, nous ne décidons pas complètement de comment nous maîtrisons notre attention. Ça, il faut juste l'accepter, c'est comme ça. Bien sûr que ça se travaille, mais on ne maîtrise jamais totalement notre attention. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose d'autre que nous-mêmes qui contrôle complètement notre attention. Et ceci, dans ce monde duel, peut être aussi magnifique que terrible, et ça s'appelle les émotions. Et pareillement, nous pouvons être très forts en gestion des émotions, mais nous ne pourrons pas être parfaits. C'est le principe même de l'être humain, il n'est pas parfait. Les graines que l'on a récoltées tout au long de la journée, soit on les a recherchées par une recherche personnelle, soit, selon les endroits dans lesquels nous allons, elles sont tombées dans notre sac sans qu'on ne demande rien à personne. Le jeu de l'humanité, c'est qu'on ne connaît pas la nature de la fleur que nous donnera chaque graine. Ça, c'est surprise. Et une fois que les fleurs seront sorties, c'est à nous de composer notre jardin comme on l'entend, avec les fleurs que nous avons, et uniquement ce que nous avons, même si généralement on a toujours envie d'avoir les fleurs du voisin. Elle est chouette ma métaphore, hein. Alors, quoi qu'il en soit, ici, nous allons nous concentrer sur l'étape cruciale, celle de la récolte des graines. Parce que selon vos choix de récolte, selon les endroits où vous allez, ou pas, vous allez récolter certaines natures de graines. Et dans certains endroits, vous réduisez drastiquement les chances de tomber sur des mauvaises herbes. Et dans d'autres endroits, vous les augmentez drastiquement. Alors, quand vous avez fait les bons choix dès le départ, quoi qu'il arrive, votre jardin ne pourra qu'être magnifique. Il vous surprendra de splendeur même parfois. Il dépassera ce que vous aviez imaginé au départ. Et dans ce berceau, même s'il y a une ou deux mauvaises herbes, elles mourront d'elles-mêmes parce qu'elles n'auront pas leur place. Comprenez ? Donc être vulnérable pour avancer, oui. Mais avec une vulnérabilité consciente. Une prise de risque contrôlée. Sortir de sa zone de confort, absolument, oui. Mais dans la bonne direction. Je le rappelle, un des premiers niveaux de l'élégance relationnelle, c'est la protection de qui nous sommes. Et là, on est en plein dedans. La protection de qui nous sommes, c'est reconnaître l'intoxication psychique. Surtout aujourd'hui, dans une économie de l'attention. Tout est nourriture. On devient ce qu'on mange. Et si vous comprenez de quoi vous vous nourrissez et à quoi vous servez de nourriture, vous avez compris ce qu'il y a à comprendre. J'ai noté cette citation-là d'une de mes lectures, mais je n'ai pas noté l'auteur, vous m'en excuserez. Mais je vais la répéter parce qu'elle résume bien notre propos. Tout est nourriture. On devient ce qu'on mange. Si vous comprenez de quoi vous vous nourrissez et à quoi vous servez de nourriture, vous avez compris ce qu'il y a à comprendre. Et je rajouterai même qu'il est normal de servir de nourriture. Nous faisons partie d'un système. Mais soyons une nourriture haut de gamme, d'une qualité nutritionnelle exceptionnelle. Soyons rares.
protégeons ce que nous avons à offrir et offrons-le aux bonnes personnes. Alors, l'intoxication psychique. Comme nous en avons parlé, les émotions accrochent notre attention et fait germer les graines. Ça contribue à faire germer les graines. Tout le marketing que nous connaissons aujourd'hui nous accroche avec le sensationnel, la peur, la curiosité, la révolte contre l'injustice, l'insolite, le voyeurisme, etc., etc. Le psychiatre Christophe Massin nous explique dans ses travaux suite à ses études que quand nous avons mordu à l'hameçon, nous risquons d'ingurgiter sans sourciller le message qui est transmis. Et plus important encore, cela pénètre d'autant plus facilement et profondément si notre système immunitaire, cette protection dont nous avons parlé précédemment, est défaillant. Si nous n'avons pas pris la peine de le mettre en place et de le renforcer. L'émotion qui imprègne l'info qu'on est en train de consommer entraîne notre attention et lui confère une valeur de validité, de vérité. On ne ressent pas le besoin de vérifier sa validité, justement. On fait cette pensée nôtre. Et c'est encore pire quand c'est quelqu'un qui nous le dit. Parce que quand cette personne, elle est bien réelle, elle nous parle d'un air assuré, c'est qu'elle doit avoir raison. Vous voyez ? C'est aussi pour ça que le bouche à oreille reste encore aujourd'hui la technique de marketing la plus puissante de tous les temps. Parce que l'être humain en lui-même a ce pouvoir de persuasion. Vous voyez ? Alors j'ai parlé de consommer notre attention. Je pèse mes mots. Notre réserve de vitalité, d'attention, de disponibilité par jour est limitée. Au plus vous baissez ces réserves, au plus votre envie, votre feu, votre humeur se dégrade. La nuit, tout ça se renouvelle, il n'y a pas de problème. Mais si vous puisez constamment au-delà de ces réserves au quotidien, si vous allez puiser littéralement dans des réserves qui n'existent pas, vous accumulez une dette. Et cette dette, pour la rattraper dans le temps, je vous souhaite bon courage. C'est possible, mais c'est vraiment dommage d'en arriver là, c'est très compliqué. Donc ici aussi interviennent toutes les substances qui puisent dans nos réserves inexistantes, comme l'alcool, les drogues et j'en passe. Je le souligne, même si c'est pas le sujet du jour. Bon, soit. Donc cette dette, elle finira par vous faire détester votre quotidien en fait. Et qui déteste son quotidien n'est pas inspirant, n'est pas agréable, n'est pas fréquentable. Pour aller encore plus loin, on ne fait pas avancer l'humanité. Donc, notre énergie quotidienne, notre attention, notre vitalité, notre disponibilité sont les ressources les plus précieuses que nous avons. Et elles sont faites pour faire partie d'un flux, en fait. Pour faire partie d'un métabolisme pour les sportifs qui nous écoutent. C'est un système. Ces réservoirs doivent être vidés et renouvelés constamment pour faire marcher la machine au maximum de son potentiel. Trop de stock dans les réserves provoque la stagnation, le trop-plein, le pourrissement. Et à l'inverse, puiser dans ce qui n'existe pas crée une dette que vous payez de tôt ou tard, de toute façon. Vous voyez ? C'est un équilibre, c'est un cycle. Et il peut fonctionner du feu de Dieu si l'on s'y intéresse un petit peu. Certains arrivent à trouver l'équilibre sans trop y penser, même si c'est plutôt rare, je pense. D'autres y font attention, se préservent et se dépensent consciemment, à l'image d'un athlète de haut niveau par exemple. Et ils y arrivent très bien. Si bien qu'ils finissent par ne plus y penser. Et tout roule dans la majeure partie du temps. Mais la plupart des gens ne daignent pas s'y intéresser, alors que c'est le socle de la base. Tant pis pour eux, nous, on a autre chose à faire, on a une vie à vivre. Bon. Alors, maintenant que je vous ai bien fait peur avec tout ça, et j'en suis désolée, on va essayer de comprendre comment se délester d'un tel poids pour passer au niveau supérieur. Parce qu'il est absolument impossible de diriger son attention consciemment tout au long de sa journée, c'est impossible. Et si ça l'était, ce serait juste épuisant et invivable sur le long terme. Donc la clé ici, c'est de créer un système soutenant. Créer son propre système. Un système que l'on sait adapter selon les phases de sa vie. Et pour créer ce système, on va explorer trois points clés. Premièrement, comment reconnaître l'intoxication. Deuxièmement, comment y résister. Et troisièmement, comment transposer tout ça à nos situations quotidiennes. Parce que c'est ça qui nous intéresse, dans le fond. Alors, comment reconnaître l'intoxication ? Eh bien, on va finalement cesser de tout intellectualiser et on va revenir dans le moment présent. Parce que, contrairement à ce que vous pensez, la nature de l'information n'y est finalement pas pour grand-chose, en fait. Écoutez-vous.
Si vous êtes en excès de consommation d'informations, c'est comme de la nourriture, c'est pareil, c'est de la nourriture en fait. Et vous faites une indigestion. Et ici, ça se caractérise par l'esprit embrouillé, agité. Vous ne trouvez pas le sommeil. Vous avez en vous des boucles et des boucles incessantes, ça se forme dans votre tête et vous ne vous en sortez plus. Les choses sont floues, il n'y a plus de clarté, un sentiment d'urgence aussi, et souvent. Il n'y a pas de sérénité, pardon. C'est ça, de l'indigestion informationnelle. La vraie question, c'est: est-ce que vous avez vraiment besoin de savoir tout ça ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire déborder votre réservoir ? Ce qui va provoquer la stagnation et la pourriture. Ce qui m'amène au second point. Comment en juger ? Comment savoir si cette information est digne de me concerner ou pas ? Eh bien, là, c'est la question de l'action qui montre la limite entre ce qui vous concerne et ce qui ne vous concerne pas. Comme je vous l'expliquais, la vie est un flux, un mouvement, un cycle. Toutes les informations que vous ingurgitez sont censées se transformer en action. Vous la collectez, vous la transformez, vous agissez grâce à ça, et vous récoltez d'autres informations grâce à vos précédentes actions pour les transformer à nouveau et agir en conséquence, etc., etc. C'est un flux, c'est un cycle. C'est comme cela qu'on fait tourner la machine sainement et à son plein potentiel. Et on ne peut pas se remplir plus, on peut, mais on ne veut pas se remplir plus ou se dépenser plus que la capacité de notre réservoir. Vous voyez ? Ça, c'est pour la quantité d'informations. Maintenant, on va parler de la qualité de l'information. Si ce dont vous vous imprégnez est tendancieux, chargé d'émotions négatives ou de mensonges, cette mauvaise nourriture vous intoxique et vous perturbe. Vous sentez un malaise général. Vous êtes traversé d'émotions pénibles ou excitées. Le mental l'interprète exactement à l'inverse. Persuadé que c'est la gravité de ce que vous découvrez qui produit ces effets, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Vous vous sentez pas bien parce que c'est chargé d'émotions négatives, tout ça. Et ensuite, à votre mental, vous aurez du mal à lui faire lâcher prise. Vous vous engagerez même pas dans une action efficace. Et vous savez ce que vous allez faire ? Vous allez vous contenter de ressasser tout ça avec ceux qui pensent comme vous, à l'identique, et vous allez commencer à polémiquer avec les autres, et puis voilà. Et là, vous vous êtes bien fait avoir. En revanche, une nature d'information juste, vraie, normalement, ça touche en profondeur. Ça peut provoquer de l'émotion, évidemment, mais ça vous amène à agir, voyez ? Et ça vous emmène aussi sur une base plus tranquille. Votre corps est en paix, vous le sentez. Donc la clé ici, c'est le ressenti, la sensation. Après tout avoir intellectualisé, il faut se reconcentrer sur son ressenti. Avant de vous poser 1 million de questions, revenez là, à l'essentiel. Comment est-ce que vous vous sentez ? Quelle est votre posture par rapport à ça ? Quel est le rythme de votre respiration ? Quel est votre niveau de clarté mentale ? Et vous voilà capable de détecter l'intoxication. Voyons maintenant comment y résister. Pour y résister, c'est finalement très simple. Ressentez d'abord, comme je viens de vous l'expliquer, puis ensuite, posez-vous cette question. Ai-je vraiment besoin de ça pour fonctionner dans mon quotidien ? Ah, la question clé. Ai-je vraiment besoin de ça pour fonctionner dans mon quotidien ? Et surtout, mes bons amis, on bannit les fameux, là je fais des guillemets avec mes doigts, ça peut servir. On bannit les ça peut servir. Oui, ça peut servir. Pour servir, ça sert bien, ça sert bien à nous encombrer et à nous rendre plus lourds. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais là, on va les expulser de force, les ça peut servir. On est optimisé, on est clair, on est minimaliste dans le sens pertinent, dans le sens exact. Nous sommes exacts dans nos pensées et dans notre esprit. La question pertinente, c'est: qu'est-ce qui m'est nécessaire tout de suite ? Et qu'est-ce qui m'est vraiment nécessaire pour rester informé sur le plan général ? Savoir qui je suis, où je vais et quel est l'environnement dans lequel je vais cheminer. Bien sûr qu'on a besoin de comprendre l'environnement global dans lequel on évolue, c'est normal. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller dans les profondeurs de tous les détails de notre environnement pour je sais pas quoi en fait finalement ? Non, on n'a pas besoin de tout ça. Donc je répète, la question c'est:
qu'est-ce qui m'est nécessaire tout de suite et qu'est-ce qui m'est vraiment nécessaire pour rester informé sur un plan plus général. Nous nous apercevons que nous pouvons beaucoup élaguer. Ainsi, nous retrouvons une disponibilité. D'abord envers nous-mêmes, pour ressentir ce que nous vivons, pour être présents, et pour les relations. D'abord, c'est ça. On veut retrouver cette disponibilité mentale, cette clarté d'esprit. La protection ainsi mise à notre service préserve notre être et l'une des choses les plus importantes sur Terre, à savoir savourer l'instant présent. Vous voyez ? Donc là, nous avons vu comment reconnaître l'intoxication, comment y résister, et enfin, nous allons voir comment transposer tout ça à notre quotidien. Et pour ça, je vais vous parler de la nature de l'information. L'information, c'est évidemment les réseaux sociaux, les médias, les actualités, et je suis certaine que vous avez pensé à ça pendant que j'étais en train de vous raconter tout ce que je viens de vous raconter. C'est très présent dans notre quotidien, mais ce n'est qu'une partie. Les informations, c'est aussi les discussions que nous avons avec notre entourage, c'est tout ce qui se passe dans la pièce dans laquelle on se trouve. C'est quoi encore ? C'est l'harmonie de la tenue de quelqu'un qui se présente devant nous. Ce sont les dynamiques relationnelles dans lesquelles nous évoluons. Ce sont nos repas, ce sont les notes olfactives que nous percevons, ce sont les matières que nous touchons, l'ambiance générale d'un lieu. Et tout, absolument tout, ce qui peut faire germer des idées nouvelles en nous. Donc là, je vous parle de l'information en général et vous comprenez qu'absolument tout est information. J'ai juste rajouté une petite subtilité, c'est que selon notre sensibilité aux choses, nous percevons différentes choses. Et il y a certaines personnes qui sont hypersensibles et qui perçoivent énormément de choses. Ces gens-là, je suis un peu comme ça, donc je peux me permettre de le dire. Je suis désolée les gars, mais il va falloir faire un travail très profond sur nous pour pouvoir élaguer les informations qui ne sont pas utiles. Parce que ça nous rend malades, en fait. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet, c'est très très intéressant, mais c'est un autre sujet. Retenez simplement que les gens qui sont hypersensibles ou simplement plus sensibles que les autres doivent apprendre, s'ils souhaitent retrouver une clarté mentale, ils doivent apprendre à élaguer les informations qui ne sont pas nécessaires et qui ne sont pas utiles. Ils doivent apprendre à le faire, à le travailler jusqu'à ce qu'ils oublient de le faire. Ça doit être intériorisé, ce genre de choses. Vous voyez ? Parenthèse fermée sur l'hypersensibilité humaine. Donc, vous comprenez donc à quel point il est important de se construire un espace, un système soutenant. Parce que quand vous vous construisez cet espace physique et mental, très très important, les deux, vous réduisez drastiquement les chances que de mauvaises graines tombent dans votre sac. On y revient, vous voyez ? De cet espace-là ne peuvent que tomber de chouettes graines. Vous comprenez ? Et quand vous êtes confronté à de nouveaux univers, à de nouveaux espaces, vous savez comment choisir les éléments qui constitueront ce que vous souhaitez construire en fait. Ça arrivera à force de faire cet exercice. Ça finira par devenir inconscient, comme je le disais, c'est ça qu'on recherche. Parce que si on devait y penser tout le temps, ce serait très très fatigant. Donc bref, on est formaté comme ça. On ne peut pas se souvenir de tout. Vous voyez, on n'a pas assez d'espace sur notre disque dur interne, ou dans notre cloud, si je veux être un petit peu plus moderne. Donc notre attention, elle est sélective. Donc l'idée ici, ce ne sera pas de sélectionner les informations constamment et de nous épuiser, comme je le disais, mais ce sera de nous entraîner à sélectionner les bonnes informations, pour que notre mémoire sélective nous enrichisse dans ce processus. Vous comprenez ? Toutes les informations sont là. Il suffit de savoir ce qu'on veut en faire, c'est tout. Et à cet instant, vous comprenez aussi comment les optimistes et les pessimistes fonctionnent. Comment ceux qui voient le verre à moitié plein ou à moitié vide fonctionnent. C'est leur mémoire sélective interne qui choisit quelles sont les infos et surtout comment les infos vont les affecter. C'est pas eux qui choisissent consciemment et constamment. C'est leur mémoire sélective qui est entraînée à faire ça. Ah, c'est fascinant, moi j'adore. Alors, waouh, donc nous avons déjà parcouru un bon bout de chemin. On va revenir un peu sur notre équation pour pas nous perdre, évidemment.
Alors notre équation, c'était si, pour mener à bien nos projets ou même notre quotidien, nous devons exposer notre confiance. Comment s'assurer qu'elle soit prise d'une manière pertinente, sans qu'elle s'entache à cause des autres, tout en restant assez ouvert d'esprit pour continuer de regarder devant, d'avancer et de créer. Donc là, on a résolu le socle de l'équation, à savoir la confiance en notre capacité à avancer et à regarder devant, et la compréhension des réactions des autres, et des nôtres aussi par la même occasion. Maintenant qu'on est un peu plus solide en nous-mêmes, il nous reste un sujet fondamental pour résoudre entièrement cette équation. Parce qu'il est bien beau d'être solide, encore une fois, si on ne sait pas interagir avec les autres, ça ne sert à rien. Il s'agit de l'humilité, la modestie et la prétention. Notion indispensable à l'élégance relationnelle. Qu'est-ce que la modestie ? Qu'est-ce que l'humilité ? Est-on qualifié de personnalité tiède si l'on est humble et modeste ? Voyons tout cela. Alors, Neil Burton, qui est un psychiatre anglais, lui, il dit quelque chose qui illustre parfaitement cela, qui impacte la compréhension directement, en fait, et qui colle avec le concept d'élégance que l'on recherche tant. Il dit « Être humble consiste à apaiser nos égos afin que les choses ne nous atteignent plus, alors qu'être modeste consiste à protéger l'ego des autres, afin qu'ils ne se sentent pas en position d'inconfort, menacés, et qu'ils ne nous attaquent pas en retour. » Il y a beaucoup de définitions disponibles, mais celles-ci, celles que Neil Burton nous propose, sont particulièrement pertinentes à mon sens. En effet, la modestie relève en fait d'une convention sociale, de la retenue et de la pudeur envers les autres. L'humilité, en revanche, est quelque chose de plus personnel. Dans son livre du courtisan, Balthazar Castiglione dit « Un gentleman, parce qu'il est au-dessus des autres et qu'il le sait, se met au service des autres. » J'aime beaucoup cela. Et même si ça paraît prétentieux, ça ne l'est pas, et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il est temps de reprendre sa place, et de remettre l'église au milieu du village, bien alignée avec le ciel. Vous êtes au-dessus des autres. Vous êtes au-dessus des autres parce que pour vous-même, comme je l'ai déjà dit précédemment, vous êtes la personne la plus importante du monde. Vous êtes la seule personne avec qui vous avez la certitude de vivre toute votre vie. Donc la personne à laquelle vous devez accorder le plus d'attention, c'est vous. Première chose. En ayant compris cela, je vous dis autre chose. Vous êtes la personne la plus importante du monde, mais pour le monde, vous ne valez pas plus que les autres. Vous valez énormément, mais chacun vaut énormément. Dans son propre système, dans son propre niveau de conscience, chacun vaut énormément. Et ce que Castiglione dit, selon moi, c'est que vous êtes tellement bon dans qui vous êtes, enfin le gentleman parfait est tellement bon dans qui il est tellement à l'aise avec qui il est, que tout ce qu'il souhaite de plus, c'est de se mettre au service des autres pour leur faire du bien, en accord avec qui il est, avec ce qu'il fait, et pour la relation que lui et son interlocuteur veulent avoir ensemble. Parce que oui, en faisant cela, ils peuvent contribuer au monde. Donc c'est ça qu'on recherche. Bon, il y a beaucoup de philosophie aujourd'hui, mais vous comprenez, c'est pas une prétention, c'est de la bonté en fait. Alors pour revenir à notre histoire de modestie et d'humilité, on pourrait aussi comparer ça à... alors modestie vs humilité, on va dire que c'est gentillesse vs bonté. Vous voyez ? Par exemple, vous envoyez un SMS à quelqu'un qui est malade pour lui souhaiter un bon rétablissement, c'est gentil. Là, la gentillesse, ça relève de la convention sociale, c'est une convention sociale. En revanche, pour cette même personne malade, vous faites ses courses, vous allez lui tenir compagnie, vous lui faites à manger, ça relève de la bonté, c'est plus profond, c'est plus personnel. Vous comprenez ? Être modeste, c'est ne pas étaler ses réussites, ses talents, ses expériences à outrance devant les autres. Être humble, c'est reconnaître ses talents, c'est très important, ses qualités et ses réussites, tout en prenant en compte tout ce qui reste à accomplir, parce que le chemin devant nous est énorme. Donc tout en prenant ce qui reste à accomplir, tout en prenant en compte que l'on a une place propre dans son cheminement, quand les autres ont aussi
leur place dans leur propre cheminement, que tous les cheminements sont différents et de facto injugeables, si je peux dire ça comme ça. C'est ça, l'humilité, vous voyez ? Mais si on reconnaît du coup que tous les chemins sont différents et qu'on ne peut rien juger, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas d'avis ? Qu'on n'a plus d'esprit critique et qu'on devient tiède, me direz-vous ? Alors voilà mon avis, non, pas du tout. Déjà, être tiède, c'est quoi ? Ou plutôt, pour comprendre ça, quel est le contraire de la tiédeur ? Le contraire d'une personnalité tiède, c'est quoi ? Une personnalité explosive ? C'est ça ? C'est quelqu'un qui tape du poing sur la table et qui est soi-disant franc, qui anime les soirées ? C'est ça, quelqu'un d'explosif ? Alors très sincèrement, oui, c'est marrant 5 minutes. La personne, elle nous a fait rire 5 minutes, mais ensuite ça commence à devenir sacrément ennuyeux. Donc, personnellement, ce que j'ai envie de dire à ces gens-là, c'est super Fifi, t'as fait ton pestacle, on est ravis, t'as eu 10 minutes d'attention, c'est bien suffisant, maintenant va jouer ailleurs et laisse les grands discuter. Vous voyez ? Je suis désolée, hein, c'est pas de la condescendance envers ces gens-là, mais ils me fatiguent quoi. Bref, cette sentence étant posée, être humble et modeste ne signifie pas ne pas avoir d'avis. Être élégant ne signifie pas être naïf et plat. Au contraire, être élégant, c'est être intelligent, c'est être capable d'envisager plusieurs perspectives, être conscient des enjeux et des dynamiques pour choisir la meilleure orientation possible. Être élégant, c'est savoir faire passer son message en parlant dans le langage de la personne, au lieu de se buter à un langage contre un autre. Vous voyez ? C'est tout le contraire de l'hypocrisie et de la naïveté. C'est être assez ouvert d'esprit et intelligent pour comprendre que celui qui gagne un conflit, c'est pas celui qui finit par imposer son point de vue. Celui qui gagne un conflit, c'est celui qui s'en remet le plus vite émotionnellement. C'est celui qui a l'esprit clair et solide et qui va continuer sa route quoi qu'il en soit. Vous voyez ? Parfois, vous interagissez avec des murs. Je dis pas le contraire. Certains ne veulent même pas entendre votre avis. Même si vous l'avez écouté patiemment, hein, ça c'est tout. Oui, il y a beaucoup de bassesse là-dedans, c'est sûr. Parfois, certaines personnes ont besoin d'effusion de colère, de lever le ton constamment, parce que ça fait de l'animation, vous voyez ? Oui, très bien. Encore une fois, c'est marrant 5 minutes. Mais tout le temps ? Vraiment ? C'est fatigant, quoi. C'est ennuyeux, soyons honnêtes. Ça n'en résulte jamais des échanges de haut niveau. Et croyez-moi, personnellement, je m'amuse bien plus avec celui qui a beaucoup d'esprit et beaucoup d'humour qu'avec quelqu'un qui cherche à imposer ses points de vue à tout prix, selon de bonnes lois moyenâgeuses. Bon, l'histoire de la tiédeur est réglée. On peut être élégant, on peut avoir beaucoup d'esprit et beaucoup d'humour, et ça c'est le contraire même de la tiédeur, vous voyez ? On s'éclate avec des gens comme ça, vraiment. C'est tellement plus chouette. Bon, bref. Alors, donc vous avez saisi, normalement, j'espère, les concepts d'humilité et de modestie. Oui, bien sûr que vous avez saisi, c'est évident. Donc je vais terminer cette émission en vous parlant de prétention. La baronne Staffe dit « La femme exceptionnelle ignore qu'elle l'est, et ce n'est qu'à cette condition qu'elle est exceptionnelle. » Voltaire nous dit « Il n'y a rien de plus fade qu'une héroïne qui nous rabat les oreilles de sa vertu. » Pourquoi parler de sa fortune ? Pourquoi faire sentir qu'on est belle, gentille ou élégante ? Ça se voit tout seul. C'est quelque chose que l'on veut incarner, pas prétendre. On ne veut pas prétendre à la beauté, on veut incarner la beauté. On ne veut pas prétendre à l'élégance, on veut incarner l'élégance. On ne veut pas prétendre à la gentillesse, on veut incarner la gentillesse. Idem pour toutes les vertus. On n'a pas de prétention, on ne veut pas en avoir là-dessus, on veut l'incarner, point. Et ça, c'est entre nous et nous seuls. Pas besoin de l'approbation des autres. Quelqu'un d'élégant est quelqu'un qui sait ce qu'il vaut et qui sait ce qu'il veut. L'avis des autres ne rentre pas en compte ici. Même encore comme ça, j'ai l'impression que c'est pas très clair. Je vais essayer de l'exprimer autrement. Être beau ou belle, déjà c'est relatif, premièrement. Ensuite, c'est une question de se sentir bien avec soi-même. C'est, le matin, devant le miroir, se regarder et se dire « Oui, voilà, là j'ai envie de chevaucher ma journée. Parce que je me trouve belle. Là maintenant, je me sens d'attaque à traverser ma journée avec aisance. Je me sens bien. Je trouve que je suis présentable et même agréable. » Vous voyez ?
C'est un peu compliqué d'expliquer ça parce que forcément, tout ça, ça a un rapport très fort avec les autres. Donc on ne peut pas être complètement individualiste par rapport à ça et on ne peut pas bazarder les avis des autres. Ce que j'essaie de comprendre, c'est qu'à la base, ça doit venir de nous. Si nous voulons être beaux ou belles, on doit être belle avec nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et après, tout le reste, ça viendra dans la journée, ça viendra avec les autres, machin. Mais à la base, c'est avec nous, c'est pour nous qu'on doit être beau ou belle. Être élégant ou gentil, ou toute autre chose, c'est pareil. C'est je ne prétends pas l'être, je me trouve comme ça. Parce que par rapport à mes exigences et mes standards, j'ai gravi les échelons et je me suis hissée en haut. Par rapport à ma propre classification. Donc bien sûr qu'on se définit également à travers le regard des autres, c'est humain, c'est normal. Mais comme vous l'avez compris, chacun a son propre système. Et chacun vous verra différemment. Donc quand quelqu'un vous trouve beau ou belle, j'ai envie de dire, c'est un bénéfice collatéral. Vous voyez ? Vous acceptez ce compliment parce que vous êtes honoré que votre vision de la beauté coïncide avec celle de votre interlocuteur. Mais ça ne confirme rien et ça ne vous définit pas pour vous. Ça vous définit pour lui, dans son esprit. Et oui, ça fait du bien, c'est super, mais c'est pas ça le principal. Le principal, c'est comment vous vous voyez et comment vous vous sentez à l'aise et heureux avec vous-même. Vous voyez, j'espère que je me fais bien comprendre là-dessus parce que c'est quand même difficile, je pense, à comprendre. Mais il faut vraiment l'intérioriser parce que vraiment, quand on se sent à l'aise avec ça, c'est un bonheur sans nom, vraiment. Donc après, évidemment, il y a des niveaux d'importance d'avis des gens, de notre entourage, pour coïncider avec un équilibre un peu plus grand, vous voyez. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est passionnant, si vous me le permettez, on en parlera peut-être une prochaine fois parce que c'est beaucoup trop vaste. Et que d'ailleurs, ça fait 57 minutes que je parle, d'où Jésus. Oula, alors très bien, on va terminer. Donc, on abordera tout ça plus tard. Mais quoi qu'il en soit, s'il vous plaît, comprenez que tout commence par vous. Votre tête, votre cœur, l'étincelle que vous percevez dans vos yeux le matin, quand vous vous regardez dans le miroir. Vous êtes la personne la plus importante. Vous comprenez ? Toutes les bonnes choses qui résulteront de ça, c'est du halo, c'est de l'aura, vous voyez ? Mais on ne se confirme pas à travers les autres parce que c'est trop douloureux et ça n'a pas de sens. Et je veux que vous compreniez que ça n'a pas de sens. Et qu'il ne faut pas se fermer non plus. Il ne faut pas se fermer, il ne faut pas... comment expliquer ça ? Il ne faut pas n'en avoir rien à battre de la vie des autres, je ne dis pas ça. Je dis que ça commence par vous. Et que si vous êtes à l'aise avec vous-même, déjà, vous avez tout gagné. Bon, ça c'est pour nous-mêmes, pour vous-même. Mais au-delà de ça, aussi, les gens ont besoin de découvrir vos qualités, sans qu'on leur offre de lunettes. Vous voyez ? Faut pas être avare de compliments, d'éloges, tout ça. Vous êtes convaincu d'une vertu que vous avez, c'est parfait, mais gardez-la pour vous, c'est tellement plus élégant. Les gens veulent sincèrement découvrir ça tout seuls. C'est une forme de respect que de leur laisser ça aussi, vous voyez ? Ça fait partie du grand jeu de l'humanité. D'ailleurs, vous savez quoi ? Cette élégance-là, c'est l'essence même de mes émissions. Ce que vous apprenez ici, pas besoin de l'expliquer par des mots aux autres. Gardez-le pour vous. C'est une structure d'esprit que je propose. Moi, je la transmets avec des mots, avec ma voix, parce que je tiens à le partager au-delà de mon entourage. Mais vous, gardez ça pour vous, pour votre esprit. Vivez tout ça. Incarnez toute cette élégance dans votre quotidien et avec les gens que vous aimez, avec des lieux dans lesquels vous évoluez. Voyez ce que ça donne, sentez ce que ça fait. Prenez conscience du chemin que vous faites. Faites des choix en conséquence. C'est ça le plus important ici. Comme j'ai déjà dit, on n'est pas venu sur Terre pour attendre la mort, quoi. Cette phrase, elle est dure, mais elle est tellement vraie. Alors, notre équation. Si, pour mener à bien nos projets ou même notre quotidien, nous devons exposer notre confiance, comment s'assurer qu'elle soit prise d'une manière pertinente, sans qu'elle s'entache à cause des autres, tout en restant assez ouvert d'esprit pour continuer de regarder devant, d'avancer et de créer. Notre équation est bel et bien résolue.
délicieux moment je viens de passer avec vous, mes bons amis. Vraiment, je suis super contente, je suis ravie. Alors, merci beaucoup pour votre écoute. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt!